Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour avec Amandine Gay, qui est comédienne, réalisatrice afro-féministe. Amandine Gay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous intéressez beaucoup à la question raciale en France. Vous dites que c'est un problème éminemment politique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la question raciale est souvent présentée comme un problème soit interpersonnel, c'est-à-dire qu'on vit mal le racisme à titre individuel, soit comme quelque chose qui serait un peu trivial ou même tabou, puisque le mot race a été enlevé de la Constitution cet été en France, à l'été 2014. Et donc, du coup, moi, j'essaye de ramener la question raciale au centre du débat en disant que c'est une question sociale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mal vivre le racisme en tant qu'individu, mais il s'agit d'être face à un système de discrimination, voilà, que le racisme est une question systémique qui fait que, par exemple, on ne va pas avoir accès facilement au logement, au même poste dans le monde du travail. Et donc, c'est en ça que c'est une question politique, c'est-à-dire c'est une question qui concerne la vie de la cité. Et que, quand vous dites politique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des mesures à prendre, des mesures offensives pour combattre ce racisme-là. Oui, exactement. Moi, je suis pour les mesures correctrices, tout ce qui a trait au quota, par exemple, parce que la situation n'évolue pas d'elle-même. Donc la discrimination positive, vous êtes plutôt favorable? Oui, même si j'aime pas ce terme, parce que c'est une mauvaise traduction, à mon sens. Affirmative action, comme son nom le dit, c'est action affirmative. Et ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on voit qu'il y a des problèmes en France au niveau de la traduction, puisque discrimination positive, c'est antithétique. Si c'est de la discrimination, c'est pas positif. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt justement d'avoir des mesures, on va dire, volontaristes pour venir corriger des inégalités. Donc on peut trouver le nom qu'on veut. C'est vrai que discrimination positive, c'est celui qui est employé en France. Mais pour moi, il ne reflète pas vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'il s'agirait plutôt de dire mesures correctrices, par exemple. On a un système inégalitaire qui fait que l'Assemblée nationale, je pense que c'est 80% d'hommes blancs de plus de 60 ans. Bon, bah voilà, ça, comment est-ce qu'on fait pour l'enrayer? Il y a eu la parité. Donc on a été capable en France de mettre en place des quotas sur les questions de genre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi maintenant on n'est pas capable d'étendre ces propositions-là à la question raciale. Que pensez-vous des mots de Manuel Valls, notamment, Premier ministre de la France, qui parle, tenez-vous bien, d'apartheid social, ethnique et territorial en France? C'est quand même une rupture, ça. Oui, c'est tout à fait une rupture. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte c'est proposé. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a un petit peu fait peur dans cet énoncé, c'est qu'on pourrait aussi l'utiliser pour pointer du doigt les personnes qui finalement sont les victimes de cette ségrégation, alors que ce qui est intéressant dans l'emploi du terme apartheid, c'est effectivement la dimension politique, c'est-à-dire que l'apartheid était un système politique qui visait à déposséder les Noirs de leurs droits en Afrique du Sud et donc de les séparer de la population blanche et de faire en sorte qu'ils aient nettement moins de droits. Donc là, ce qu'on peut entendre dans le discours de Manuel Valls, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu comment on va dire, une façon d'agir du politique français qui a, par exemple, effectivement créé des zones urbaines où les personnes non blanches sont en majorité, que dans ces zones urbaines, du fait de la carte scolaire, les personnes non blanches ont accès à un système scolaire qui est moins bon et que, de fait, on les discrimine ou en tout cas, on les amène à être dans des positions qui font que plus tard, ils auront du mal à trouver un emploi ou même un logement pour sortir de ces zones urbaines-là. Est-ce que ça ne veut pas dire, justement, s'il le dit aujourd'hui, c'est que, enfin, moi, je le comprends en tant que citoyen, en tant que journaliste, c'est que, bon, j'ai compris, il y aura des mesures pour combattre cet apartheid. J'espère. C'est pas comme ça que vous l'avez compris? Mais moi, je ne suis pas certaine. J'espère que ça ne va pas... Mais comment peut-il le dire comme ça, sans des mesures qui découlent? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là on a eu un constat, donc voilà, un constat d'échec de politiques publiques qui ont été menées jusqu'ici sur les politiques de la ville. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que ce constat va amener des mesures concrètes pour, voilà, par exemple, repenser la carte scolaire. Que veut dire la carte scolaire en France aujourd'hui? Repenser la politique de la ville, c'est-à-dire la police de proximité, enfin les choses comme ça. Et c'est pour ça que je dis, si c'est pas suivi de mesures concrètes, finalement, est-ce que ce sera pas plus une façon de blâmer les personnes qui ont été victimes de cette ségrégation socio-spatiale, plutôt qu'une façon de remettre en question la pratique républicaine. Donc moi, je m'interroge, j'attends de voir en fait. C'était intéressant le constat, maintenant il faut voir les actions. Ok, donc vous restez prudente. Vous publiez des articles sur le site slate.fr, comme celui-là intitulé « L'antiracisme commence avec la déconstruction du privilège blanc ». C'est quoi ce privilège blanc dont vous parlez? Eh bien, le privilège blanc, j'en ai déjà un petit peu parlé quand je disais l'accession au monde de l'emploi ou l'accession au monde du travail. C'est-à-dire
dire qu'en France, on a tendance à considérer, prenons par exemple la question des femmes. On va dire, bah, le féminisme, ça concerne toutes les femmes. Mais si on considère le féminisme et toutes les femmes de façon égale à partir du moment où elles sont des femmes, on oublie que les femmes noires, par exemple, sont des femmes, mais elles sont aussi noires. Donc les femmes noires sont victimes de sexisme et de racisme. Donc on voit bien qu'on ne peut pas tout englober, par exemple, sous la question du féminisme. C'est pour ça que moi, par exemple, je me définis comme afroféministe. Et donc pour moi, le privilège blanc, c'est un des privilèges, comme on peut avoir aussi un privilège de classe. Moi, j'appartiens à la classe moyenne supérieure, je suis diplômée d'une grande école. Je ne suis pas dans la même situation, par exemple, qu'une jeune femme noire qui a grandi en banlieue et qui a à peine le bac. Donc voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de toujours voir où on se situe dans un système de domination. Bien sûr, on peut être une femme blanche et être défavorisée par rapport à un homme blanc à compétences égales et ne pas avoir accès, par exemple, à un poste de direction dans une entreprise. Ou on peut être une femme blanche pauvre, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas des femmes noires, de fait, on a deux désavantages. Moi, je parle de ce que je connais, donc c'est pour ça que je parle. Voilà, c'est pour ça que je parle des femmes noires. On est de fait femmes et noires, donc victimes de racisme et de sexisme, et donc il faut bien prendre ça dans sa globalité. Ah, alors, je vous propose de regarder un extrait d'un documentaire que vous avez tourné lors d'une manifestation contre l'exposition Exhibit B. C'était au TGP à Saint-Denis. Et là, vous expliquez très clairement à un interlocuteur que vous avez en face de vous ce que c'est que le privilège blanc. On regarde. L'art n'est pas sorti du contexte politique dans lequel il est. La France est un pays raciste. La France est un pays où 90% des metteurs en scène sont des hommes blancs. 90% des metteurs en scène sont des hommes blancs. Le gros des structures théâtrales sont dirigées par des hommes blancs. La parole est blanche. Le regard sur l'histoire noire est blanche. Donc non, c'est pas enlevé. L'art, il n'est pas déroulé. Il n'est pas sorti de la société dans laquelle il est. En fait, c'est fait pour les blancs. C'est un spectacle pour les blancs. C'est un spectacle qui ne plaît qu'aux blancs d'ailleurs, dans la grande majorité, hein, parce que ça interroge le rapport colonial. Les blancs se sentent soudainement en train de regarder cette histoire qui n'est pas passée. Non, non, c'est un blanc qui met ça en scène ici aujourd'hui. Parce que c'est les grands artistes. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de marron aux artistes? S'il n'y a pas de marron au TGP, ça veut dire qu'il y a pas de sur les grands artistes. Mais c'est votre travail. Comment vous faites pour pas connaître les auteurs noirs en 2014 en France? Comment vous faites pour pas connaître les dramaturges? Marie Scondé, ça vous dit rien? Kofi Kwaoulé, ça vous dit rien? Eh ben alors pourquoi c'est pas ici? Ah, il n'y a pas que ça, mais quand il s'agit de parler de ça, c'est des blancs qui montent les pièces. Il habite tous les jours, ils prennent le métro. Ils prennent le métro. Mais vous vivez où, vous voyez? On est partout, hein. On est au quotidien en train de nettoyer votre merde et vous servir au fast-food, de faire